Salut à tous, alors bienvenue à cette 5e vidéo de la lecture en bande dessinée de 2018. Alors, comme les années précédentes, l'avant-dernière vidéo, avant de vous présenter le numéro 1 de l'année, je vous présente les mentions honorables, donc qui n'est pas tout à fait up pour le top 5, mais qui sont quand même des bonnes lectures qui valent la peine d'être mentionnées. Mais avant toute chose, une erreur de ma part, j'ai totalement oublié l'an dernier. Je vais parler de l'album Superman American Alien par Max Landis. Vraiment, j'ai aucune idée comment ça s'est fait que j'ai oublié cet album-là, mais c'était vraiment un des grands albums de l'an dernier, à mon avis, dans le domaine du super-héros. Pour ceux qui reprochent beaucoup, par exemple, au personnage de Superman, quelque chose d'assez inaccessible, un personnage auquel on ne peut pas s'identifier, toujours trop parfait, trop puissant, etc. Cet album est pour vous. Parce que là, on a un Superman qui est beaucoup plus groundé, beaucoup plus terre-à-terre et beaucoup plus réaliste dans son approche. On va vraiment passer à l'enfance de Clark Kent jusqu'à l'âge adulte. Et on va passer à travers plusieurs âges, donc à l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, ainsi de suite. Et on le voit par exemple interagir avec ses amis. Il va comme parler comme du vrai monde, il va mettre même sacré. C'est un bon petit album, vraiment. Ça navigue en plusieurs styles. En fait, à chaque chapitre, on change un peu de style. Ça va vraiment dans la jeune enfance très candide, à l'adolescence où le monde adulte un peu plus sombre, un peu plus gritty. Vraiment un superbe album pour ceux qui ont toujours hésité à Superman. Vraiment, c'est à essayer. Alors ensuite, on a Supergirl Being Super par Mariko Tanaki et Joel Jones. Alors vraiment, un album très cute, j'ai trouvé. C'est une espèce de coming of age de Supergirl, qui est une jeune adolescente qui réalise tranquillement qu'elle n'est pas terrienne, qu'elle vient de Krypton et qu'elle apprend à découvrir ses pouvoirs aussi. Elle apprend également les débuts de l'adolescence avec ses aléas. Il y a une scène très fun aussi où, à un moment donné où elle est dans la salle de bain, elle voit qu'elle a un bouton au visage, elle essaie de le péter, là, ça explose et ça revole sur tous les murs. C'est vraiment une petite scène très cute, vraiment un coming of age, vraiment, il y a assez peu d'action, c'est vraiment centré sur les personnages et ce qu'ils vivent et comment ils appréhendent le monde, en fait, là, ce qui est assez cohérent en fait avec le travail de Mariko Tanaki en général. Donc vraiment une petite lecture bien cute et bien le fun. Et on continue avec Generation Gone par Al Scott et André Lima Arroyo. Alors, Generation Gone, pour faire simple, imaginez Akira, mais avec des milléniaux. C'est-à-dire que ça raconte l'histoire de 3 jeunes qui se trouvent en contact avec une substance noire qui serait peut-être d'origine extraterrestre ou faite par les êtres humains suite à une expérience, et qui se retrouvent à développer des super pouvoirs chacun. Et c'est une histoire autant il y a une part de coming of age, un peu comme Supergirl, Being Super, mais c'est beaucoup aussi une espèce de conflit générationnel entre eux qui sont poursuivis par les adultes, et les adultes qui essayent juste de les neutraliser, de les empêcher de suivre leur chemin, forcément. Et c'est un univers un peu crasse, un peu... ils font pas toujours les bonnes décisions. C'est quelque chose d'assez intéressant quand même, quand on considère, il y a beaucoup d'acharnement culturel et médiatique sur les milléniaux en général, dont je ferais peut-être partie, dépendamment à qui on demande. Je suis un peu mêlé là-dessus, puis je m'en sac un peu, là, mais c'est toujours intéressant le conflit générationnel dans ce sens-là. Et j'ai trouvé que ça c'était quand même bien traité dans cet album-là. C'est un volume 1, je ne sais pas s'il va y avoir de suite, je ne sais pas si ça s'en vient ou si ça a juste été cancellé. Mais tout de même, il y avait quand même une certaine finalité dans cet album-là, ça vaut beaucoup d'essayer, je dirais. Alors on poursuit avec X-Men Red, volume 1, par Tom Taylor et Mahmoud Asrar. Alors, Jean Grey est de retour à la vie, une fois de plus, et maintenant elle veut rassembler les X-Men pour créer une espèce de mouvement social pour aller aux Nations Unies et plaider pour la cause des mutants. Et forcément, ça va chier. C'est-à-dire qu'une fois après son plaidoyer, elle va être faussement accusée
du meurtre d'une diplomate allemande, donc forcément, ça va donner les relations internationales à se corser beaucoup. Maintenant, les X-Men sont persécutés une fois de plus. Donc, c'est vraiment c'est ce qui est intéressant avec ce volume-là, contrairement aux autres séries X-Men de cette année, donc il y avait X-Men bleu, X-Men jaune, maintenant X-Men rouge, qui était correct pour la plupart. Mais ce qui est le fun avec celle-ci, c'est qu'on revient avec quelque chose qui touche des thèmes actuels. Donc cette fois-ci, c'est vraiment les fake news, en fait. C'est la manipulation de l'information. Vraiment, les X-Men se donnent pour mission de weaponizing the truth. Et ce qui est le fun, en fait, avec les X-Men, c'est souvent, au cours de l'histoire de la série, c'est qu'ils ont souvent utilisé des thèmes d'enjeux sociaux actuels pour refléter ce qui se passait dans la BD. Et c'est le cas ici également. Et je trouve que c'est quand même un des meilleurs titres X-Men des peut-être 2-3 dernières années. C'est pas toujours super stimulant par moments, il y a des moments un peu plus calmes, mais ça a l'avantage surtout d'être pertinent, c'est bien fait, c'est bien dessiné. Bref, c'est quand même une bonne série X-Men que je pourrais inviter quelqu'un qui connaît peut-être moins à s'y lancer. Comme les années précédentes également, je fais une mention spéciale à un travail de réimpression, donc c'est-à-dire un ouvrage qu'on a déjà vu par le passé, mais qui était plus disponible depuis un moment et qui se voit maintenant être réimprimé. Alors, ça va bien sûr à World's Greatest Superhero par Paul Dini et Alex Ross, qui vient tout juste de reparaître. Vraiment un ouvrage que j'ai découvert à ce moment-là, vraiment impeccable. Ça s'est glissé très aisément comme maintenant un de mes favoris. Point barre, c'est vraiment, ça m'a marqué à ce point-là. Alors, c'est une compilation de quelques courtes histoires centrées sur les personnages de DC Comics, donc Superman, Batman, Wonder Woman, Justice League, ainsi de suite. Et c'est toutes des histoires qui se tiennent en elles-mêmes et qui ont pour concept de s'attarder sur des problèmes de la vie réelle. Donc, par exemple, Superman va essayer de régler le problème de la faim dans le monde. Superman va essayer de s'arrêter au problème du crime. Ainsi de suite, essayer de régler des espèces de problèmes qui ne sont pas vraiment réglables, en fait, qu'on se rend compte. Et c'est vraiment des histoires extrêmement touchantes. La plume impeccable et ultra réaliste d'Alex Ross rejoint une espèce de fibre nostalgique, vraiment qui nous rappelle la grandeur et le côté mythique et légendaire des héros qui illustrent. Vraiment, c'est une œuvre incroyable. Ça m'a mis sur le cul, comme on dit. Alors vraiment, je recommande chaudement cet ouvrage-là pour ceux qui n'ont pas déjà lu par le passé ou ceux qui veulent le découvrir maintenant. C'est une super occasion. C'est un magnifique album. Et on termine avec l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire Secret Empire par Nick Spencer. Alors, un massif volume de saga assez intense quand même. Qui a suscité beaucoup de passion sur Internet. C'est une lecture assez divisive. Personnellement, j'ai adoré du début à la fin. C'est pas une lecture parfaite, il y a des points... déjà, ensuite, pour commencer, en fait, ça raconte l'histoire de Captain America qui se révèle être un double agent de l'Hydra depuis le début. Mais l'est-il vraiment? On pourrait se le demander. Et donc c'est une espèce de saga où, grâce à lui, l'Hydra prend le contrôle des États-Unis, qui devient maintenant un régime fasciste, vraiment totalitaire. Et ça joue beaucoup avec les thèmes actuels, notamment on pourrait penser avec la gouvernance de Trump ou l'impérialisme américain en général, en fait. Et les fausses nouvelles, comment l'information est gérée, et moi j'ai vraiment adoré. C'est vraiment du super-héros comme du feuilleton, comme on l'aime, avec des revirements, des trahisons, des grands moments de personnages, des moments touchants, vraiment, des grosses scènes d'action par moments aussi. C'est pas sans défaut, malheureusement. On pourrait penser que ça va finir d'une telle façon, mais ça finit pas tout à fait comme ça. Mais en même temps, il y a des points assez inégaux où le statu quo, c'est pas tout à fait clair à la fin. Il y a des choses qui sont pas super bien expliquées, des
trous narratifs aussi à certains moments. Donc malheureusement, ça m'empêche de le mettre sur le top 5. Sans ces défauts-là, ça aurait sans doute fait le top 5 en fait. Mais c'est pas une lecture non plus que je peux recommander à tout le monde parce qu'il faut peut-être avoir un certain bagage de Marvel ou peut-être être un peu au courant du statu quo de ce qui a mené à ce récit-là. Mais quand même, pour ceux qui connaissent et qui voudraient s'y risquer, moi honnêtement, j'ai vraiment adoré. Alors, ça termine ces mentions honorables. Donc, prochaine vidéo sera bien sûr le top 1. Alors, je vous invite bien sûr à vous mettre à jour dans vos réseaux sociaux. Vous ne pourrez pas le manquer.